Bonjour à tous. Dans le cadre du module de pneumologie, on va parler aujourd'hui de l'embolie pulmonaire. Il s'agit d'un cours qui est destiné aux étudiants de la 4e année médecine. C'est quoi l'embolie pulmonaire? C'est une migration d'un caillot provenant le plus souvent des veines des membres inférieurs dans l'arbre artériel pulmonaire. C'est une maladie fréquente dont le diagnostic est difficile car le tableau clinique polymorphe est trompeur. Sur le plan physiopathologique, il s'agit d'une obstruction d'une artère pulmonaire avec élévation de la pression de l'artère pulmonaire qui engendre une bronchoconstriction, donc qui est à l'origine de l'hypoxémie, et parfois un infarctus pulmonaire qui donne une hémoptysie. L'embolie pulmonaire en chiffres, c'est la troisième cause de mortalité cardiovasculaire avec une incidence annuelle de 100 à 200 cas pour 100 000 habitants. En Europe, on enregistre à peu près un peu plus de 300 000 décès par an. Dans 34% des cas, il s'agit d'une mort subite. 59% des cas, le diagnostic il se fait après le décès. Et dans 7% des cas, la mortalité est précoce. Quelles sont les étiologies? Nous avons l'embolie fibrino-cryorique, c'est l'étiologie la plus fréquente, qui est la conséquence de la migration d'une thrombose veineuse fibrino-cryorique siégeant dans près de 90% des cas aux membres inférieurs ou au pelvis, plus rarement au niveau de l'oreillette ou du ventricule droit, au niveau de la veine cave inférieure ou bien au niveau des membres supérieurs. Dans les 3/4 des cas, il y a un état d'hypercoagulabilité qui est lié aux 3 facteurs principaux qui sont la stase veineuse, les lésions de la paroi veineuse et l'hypercoagulabilité. Et nous avons les embolies non fibrino-cryoriques, d'origine tumorale par effraction vasculaire de la tumeur primitive, principalement due au cancer du sein, le rein, l'estomac et les cancers hépato-hépatiques. Ou bien septiques, dans 50% des cas, ce sont les endocardites tricuspidiennes et 50% des cas, la thrombose veineuse périphérique infectée due par exemple à un cathéter. Les autres causes, amniotiques, gazeuses, graisseuses à la suite d'un traumatisme ou parasitaire. Sur quel argument on fait le diagnostic? Sur des signes fonctionnels bien sûr, notamment la dyspnée qui est proportionnelle au degré d'amputation vasculaire, les embolies périphériques qui n'obstruent qu'une branche distale des artères pulmonaires peuvent engendrer une dyspnée du fait de la réaction pleurale. Les embolies pulmonaires gravissimes peuvent être responsables d'une mort subite avec arrêt respiratoire. Deuxième signe, c'est la douleur thoracique, classiquement basithoracique. Elle suppose une réaction pleurale et donc une atteinte plutôt périphérique. La douleur pleurale peut survenir tardivement alors que le patient est en cours de traitement. La douleur angineuse par ischémie du ventricule droit dans les formes graves. La fièvre comme autre symptôme, elle est peu fréquente et elle suppose un infarctus pulmonaire. Elle peut être aussi due à la thrombose veineuse coexistante. La tachycardie, parfois c'est le seul symptôme, surtout en post-opératoire. Elle peut être due à l'hypoxie et à l'hypertension artérielle pulmonaire induite. Elle peut être aussi également causée par la douleur et l'angoisse engendrée. L'hémoptysie, elle est rare et elle suppose la constitution d'un infarctus pulmonaire, surtout c'est un signe qui est tardif. Habituellement, elle est faite de sang rouillé. Les syncopes, la syncope, elle suggère une amputation vasculaire importante. En ce sens, elle correspond à un critère de gravité. Elle peut beaucoup moins fréquemment être engendrée par la douleur et un syndrome vagal réactionnel. Le collapsus cardiovasculaire, dans les formes gravissimes de l'embolie pulmonaire, qui évolue vers l'état de choc, elle est due à une amputation vasculaire beaucoup plus importante. Il faut évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire devant toute aggravation de la dyspnée chez un patient insuffisant cardiaque, toute aggravation de la dyspnée chez un patient insuffisant respiratoire,
toute situation de tachycardie, d'essoufflement, d'angoisse, de fièvre inexpliquée ou d'anomalie radiologique pulmonaire chez un patient en post-opératoire et chez tout patient qui présente un malaise ou une tachycardie anormale du post-partum. Quels sont les signes physiques? L'examen d'un patient suspect d'embolie pulmonaire doit viser autant à éliminer une autre pathologie qu'à confirmer l'hypothèse d'embolie pulmonaire. Donc on se base sur l'interrogatoire, c'est un moment capital. Il faut préciser le contexte post-opératoire, l'alitement, les antécédents thromboemboliques personnels ou familiaux, l'existence éventuelle d'une thrombophilie connue et l'examen clinique, à savoir on doit voir l'état hémodynamique et jugé par le degré de tachycardie, l'importance de la chute de la pression artérielle, l'existence de signes de choc et l'examen pulmonaire qui est tout à fait normal au début, c'est un argument diagnostique important. Il apprécie l'existence d'une polypnée ou d'une cyanose. Il peut retrouver par exemple un foyer de râle crépitant, traduction d'un infarctus pulmonaire, un épanchement pleural, des râles sibilants qui sont dus à la bronchoconstriction réflexe. L'examen cardiovasculaire ne révèle le plus souvent qu'une tachycardie, l'éclat du B2, le signe de Harzer, le galop droit xyphoïdien, l'hépatomégalie avec reflux hépato-jugulaire sont des signes d'embolie pulmonaire sévère. La tension artérielle est plus souvent conservée, une chute tensionnelle a fortiori accompagnée de signes droits et d'une réduction de la diurèse indique une embolie pulmonaire grave. Donc il s'agit là d'un cœur pulmonaire aigu. Et l'examen périphérique à la recherche bien sûr d'une thrombose veineuse profonde. Quels sont les examens paracliniques qu'on peut demander? Bien sûr, on va commencer par la radio thoracique qui peut montrer de nombreux signes évocateurs d'embolie pulmonaire, notamment le signe de Westermarck, le signe de Weifeld, les atélectasies en bande, le signe de Hampton, le signe de Fleischner, parfois un épanchement pleural habituellement modéré est possible. Une radio normale n'élimine pas une embolie pulmonaire. Elle a bien sûr le mérite d'éliminer d'autres diagnostics qui auraient échappé à la sagacité du clinicien, notamment une pneumopathie, un pneumothorax ou un hémothorax, ou bien une pleurésie. Voilà le signe de Westermarck, c'est un aspect d'hyperclarté unilatérale avec un gros île. Le signe de Hampton, c'est l'aspect d'un infarctus pulmonaire. C'est une opacité qui est triangulaire, à base pleurale et à sommet hilaire. Le signe de Fleischner, c'est l'élargissement des artères pulmonaires qui se voit au niveau du hile pulmonaire. Les atélectasies en bande, ce sont des opacités linéaires allant vers la périphérie, suggérant des infarctus surtout anciens. Mis à part la radiographie thoracique, on peut demander un scanner spiralé quand le diagnostic d'embolie pulmonaire est fortement suspecté. On va demander rapidement un angioscanner. Il permet le diagnostic en montrant le thrombus dans l'artère pulmonaire. Si le scanner est normal, le diagnostic n'est pas éliminé. On peut demander aussi une échographie des membres inférieurs, un échodoppler des membres inférieurs, qui permet de poser le diagnostic d'une maladie thromboembolique et de débuter rapidement le traitement. Si elle est négative, si l'échographie des membres inférieurs est négative, ça n'élimine pas le diagnostic d'embolie pulmonaire. Si on a une forte suspicion, on peut aller jusqu'à la scintigraphie pulmonaire, qui peut être évocatrice s'il y a un défaut de perfusion avec une ventilation normale. À l'opposé, si la scintigraphie pulmonaire est normale, ça permet d'éliminer une embolie pulmonaire. Voilà sur ce cliché, sur ce scanner, une coupe, c'est une coupe médiastinale, donc la fenêtre médiastinale, qui permet de montrer un défect à l'intérieur de l'artère pulmonaire, de la branche droite de l'artère pulmonaire. Donc là, il s'agit d'un caillot de sang qui se trouve au niveau de l'artère pulmonaire. Une lacune carrément endovasculaire. L'échodoppler des membres inférieurs, une thrombose veineuse
profonde est retrouvée dans 30 à 50% des embolies pulmonaires. La sensibilité de l'échographie pour le diagnostic de thrombose veineuse périphérique est supérieure à 90% chez les patients symptomatiques. La mise en évidence, bien sûr, d'une thrombose veineuse pulmonaire périphérique proximale chez un patient suspect d'embolie pulmonaire suffit pour confirmer le diagnostic. C'est-à-dire si on retrouve une thrombose veineuse périphérique, par exemple, au niveau des membres inférieurs, c'est largement suffisant pour poser le diagnostic d'embolie pulmonaire et de débuter un traitement rapidement. Si le Doppler est négatif et normal, s'il ne montre pas de thrombose veineuse périphérique distale, les examens supplémentaires doivent être envisagés afin de confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. À l'ECG, les anomalies sont inconstantes. Parfois, il est normal, comme on peut avoir des anomalies variables, parfois fugaces et non spécifiques, comme il peut montrer un tableau de cœur pulmonaire aigu, avec une déviation axiale droite de l'axe de QRS et surtout un aspect spécifique d'un cœur pulmonaire aigu, un aspect de S1Q3, c'est-à-dire S profonde en D1 et Q profonde en D3. Parfois un bloc incomplet ou complet et souvent il montre un aspect de tachycardie sinusale. Voilà comme sur ce tracé qui montre un aspect de S1Q3, S profonde en D1 et Q profonde en D3. C'est un aspect qui est spécifique d'un cœur pulmonaire aigu associé à un aspect de T qui est négatif de V1 à V4 et une tachycardie sinusale. Les dédimères sont un produit de la dégradation de la fibrine, c'est l'élément final de la coagulation sanguine lors du processus de fibrinolyse. S'ils sont négatifs, permettent d'éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc c'est un élément de présomption, donc un diagnostic de présomption négatif, c'est-à-dire quand ils sont négatifs, ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire. Par contre, s'ils sont positifs, donc au-delà de 500 microgrammes par litre, ça ne permet pas de confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. La gazométrie artérielle, donc elle montre une hypoxie avec hypocapnie et alcalose respiratoire. La normalité des gaz du sang n'exclut pas le diagnostic d'embolie, mais il exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire grave. Donc, quand la gazométrie est normale, ça n'élimine pas le diagnostic. Par contre, ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire grave. Et quand on a une hypercapnie, qui est un signe rare, ça signe la gravité de l'embolie pulmonaire. Voilà, donc le diagnostic, il se fait sur des éléments de présomption. Donc, c'est-à-dire, là, on va rechercher la probabilité clinique. Donc, on va se baser sur la symptomatologie clinique et les scores de probabilité qui vont permettre de faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, les symptômes, on doit rechercher la dyspnée, la douleur, la toux, les syncopes et l'hémoptysie. À l'examen clinique, on cherche une tachycardie, une tachypnée et des signes de thrombose veineuse périphérique. Les signes cliniques d'embolie pulmonaire ne sont pas spécifiques, d'où l'importance du contexte, c'est-à-dire on doit rechercher une immobilisation, une chirurgie récente, des antécédents de cancer, de phlébite ou d'embolie pulmonaire ancienne. Souvent, la radiographie thoracique est normale et le CG peut montrer des signes de cœur pulmonaire aigu, comme il peut être normal. Voilà donc les scores de probabilité, notamment le score de Wells, qui se base sur des critères, plusieurs critères, donc qui sont scorés de 1,5, de 3 ou de 1, donc qui sont la fréquence cardiaque quand elle est supérieure à 100, elle est scorée à 1,5. Une chirurgie récente ou bien une immobilisation scorée à 1,5, 1,5. Les signes d'une thrombose veineuse périphérique et après avoir éliminé un autre diagnostic moins probable, donc ils sont scorés à 3 points chacun. L'hémoptysie à 1 point
Et le cancer, les antécédents de cancer, il est scoré à 1 point. Si on a ce score, s'il est égal, s'il est compris entre 0 et 1, il y a une probabilité faible. Si ce score est entre 2 et 6 points, c'est une probabilité moyenne. Et on a une forte probabilité si ce score est supérieur à 7, s'il est à 7 ou plus. Quel est l'algorithme diagnostique de l'embolie pulmonaire? D'abord, quand on suspecte une embolie pulmonaire, donc quand on a une suspicion, on va estimer, on va faire la probabilité clinique. On va faire le diagnostic selon des signes de présomption et jusqu'à la confirmation par l'angioscanner. Donc, soit la probabilité est faible ou bien elle est intermédiaire et dans ce cas-là, on va doser les dédimères. S'ils sont négatifs, donc là, on élimine une embolie pulmonaire. Ils ont une valeur prédictive négative. Quand ils sont négatifs, ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire. S'ils sont positifs, là, on va demander un angioscanner qui permet de confirmer l'embolie pulmonaire et donc on met le malade sous traitement. Dans le cas où l'angioscanner est normal, donc il n'y a pas d'embolie pulmonaire, donc on ne met pas le patient bien sûr sous traitement. Par contre, si le score de Wells, si on a une forte probabilité, c'est-à-dire 7 points et plus, donc là, le diagnostic d'embolie pulmonaire est très probable. Et là, on va demander directement un angioscanner sans demander les dédimères, sans faire les dédimères. Donc là, on va demander l'angioscanner qui permet de confirmer le diagnostic en montrant, par exemple, une lacune endovasculaire au niveau de l'artère pulmonaire, d'une branche de l'artère pulmonaire. Dans ce cas-là, on va débuter carrément le traitement. Sinon, si l'angioscanner est négatif, donc là, on a une forte probabilité, mais l'angioscan est négatif, donc pas de traitement. On va demander d'autres investigations. Si on a confirmé le diagnostic d'embolie pulmonaire, on va chercher les indices pronostiques. Quels sont ces indices? On va rechercher le score PESI, ou bien le S-PESI. Donc c'est un indice clinique. Et cet indice clinique se base sur des critères, donc sur l'état hémodynamique et sur ces scores PESI ou bien le S-PESI. Le taux de troponine ou bien les pro-BNP, la dysfonction du ventricule droit à l'échocardio transthoracique ou bien à l'angioscanner thoracique. Voilà ce score PESI, donc le score PESI, Simplified Pulmonary Embolism Severity Index. C'est le S-PESI, dont les paramètres sont l'âge supérieur à 80 ans, donc scoré à 1 point chacun, donc cancer, pathologie respiratoire ou pulmonaire, pression artérielle systolique inférieure à 100 mm/mercure, fréquence cardiaque plus de 100 battements par minute et la saturation inférieure à 90. Chacun de ces éléments est scoré à 1. Quelle est la stratification du risque? Si on a 0 point, donc il y a un risque de mortalité qui est inférieur à 1% à 1 mois. Quand on a un score de 1 point et plus, donc il y a un risque de mortalité qui avoisine le 11% à 1 mois. Le traitement, c'est une urgence thérapeutique, donc on doit débuter rapidement un traitement parce que c'est une urgence, parce qu'il y a une mortalité accrue. Et donc, on va donner les anticoagulants, donc on va donner une HBPM, c'est-à-dire une héparine à bas poids moléculaire. On va donner 1 à 2 injections sous-cutanées par jour pendant 5 jours. Après, on prend le relais par les antivitamines K. Dans ce cas-là, il faut surveiller bien sûr le taux de plaquettes. Surtout, donc, demander un taux de plaquettes pour surveiller le patient. Ou bien, on peut associer les deux, c'est-à-dire donner une HBPM associée à des antivitamines K, donc à des anti-AVK, à des AVK. Et donc, on doit associer les deux pendant 5 jours.
et après on va arrêter l'héparinotherapie et continuer les AVK de 3 mois à 6 mois. Parfois, s'il s'agit d'une embolie pulmonaire récidivante, on peut donner ces AVK à vie. Bien sûr, quand on donne ce traitement anticoagulant, on doit surveiller l'INR et elle doit être comprise entre 2 à 3. Donc, il faut toujours demander chaque semaine au début, par exemple, tous les 3 jours, tout à fait au début, 3 jours, parfois une semaine, demander le dosage de l'INR qui doit être compris entre 2 et 3. On peut donner dans certains cas des thrombolytiques s'il y a un état de choc, en l'absence bien sûr de contre-indication. Sauf embolie pulmonaire massive, le lever est autorisé dès que le traitement anticoagulant est efficace. Donc, dès qu'on a un traitement efficace, on va autoriser le lever du patient. On peut associer bien sûr au traitement une contention élastique des jambes par bande, puis des bas de classe 3 pendant 2 ans, en cas bien sûr de thrombose veineuse périphérique. Des filtres CAF peuvent être proposés si contre-indication aux anticoagulants. Le traitement préventif, bien sûr, est idem que la phlébite. Le traitement des formes massives, c'est l'hospitalisation en unité de soins intensifs, scope et surveillance. Les traitements symptomatiques et hépariniques doivent être débutés sans retard avant confirmation diagnostique en l'absence de contre-indication. Le traitement symptomatique, c'est l'oxygène adapté à la saturation, le repos strict au lit, l'expansion volémique, le remplissage, les inotropes positifs en cas de signe de choc et la ventilation mécanique, bien sûr, s'il y a un arrêt circulatoire. L'évolution, donc sous traitement bien conduit, l'évolution est souvent favorable. Si état de choc ou hypotension, la mortalité est élevée, elle dépasse les 15%. Si dilatation des cavités droites avec BNP élevé et troponine élevée, la mortalité est située entre 3 et 15%. S'il n'y a pas d'état de choc, s'il n'y a pas de dilatation des cavités droites, les BNP et la troponine sont normaux, dans ce cas-là, la mortalité est inférieure à 1%. On peut avoir comme séquelle une HTAP post-embolique, c'est rare, moins de 1%, comme on peut avoir bien sûr des récidives, 30% des embolies pulmonaires récidives à 10 ans, d'où l'importance de la prévention et de l'éducation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le forum de la faculté de médecine.